Pour trouver le nord, il y a plusieurs méthodes. Regarder le ciel, Ok, on fait comment quand il n'y a pas de soleil? scruter la présence de mousse qui pousse à l'ombre des arbres, Bon, il n'y a pas de mousse, hein. sortir sa boussole C'est par là. ou faire confiance à son portable. Allô, Internet? C'est par où le nord? Mais le problème, c'est qu'en fonction de la technique utilisée, le nord n'est pas toujours au même endroit. Et ça, pour une raison simple, car il y a deux nords. Le nord géographique et le nord magnétique. Le nord géographique correspond à un point fixe au sommet de l'axe de rotation de la Terre, là. C'est un point de repère qui permet de nous situer sur la Terre en regardant le Soleil par exemple. Le nord magnétique, lui, est différent. Comme son nom l'indique, il est lié au champ magnétique de la Terre. Il nous permet de trouver notre direction. C'est celui qu'on peut repérer grâce à la boussole, orientée par le magnétisme. Et la différence entre le nord géographique et le nord magnétique, c'est que le nord magnétique bouge. La Terre est composée de plusieurs couches. En son cœur, il y a un noyau interne dur qu'on appelle la graine. Et autour de ce noyau, il y a un noyau externe. C'est lui qui nous intéresse. Ce noyau externe est liquide et principalement composé de fer. Quand la chaleur s'évacue du centre de la Terre, cela fait bouger le fer qui se met alors à tourbillonner. On appelle cela des courants de convection. Les courants de convection qui animent le noyau de la Terre créent et entretiennent des courants électriques, puisque le fer qui compose le noyau externe est un bon conducteur d'électricité, et ce sont ces courants électriques qui entretiennent et maintiennent le champ magnétique terrestre. C'est une immense dynamo qui est à l'œuvre au cœur de la Terre. Ce champ magnétique qui entoure la Terre la transforme en une sorte d'aimant droit avec, à ses extrémités, un champ magnétique très puissant et variable où se situent les pôles. Ces pôles ne sont pas forcément alignés entre eux et sont inclinés d'environ 11 degrés par rapport à l'axe de rotation de la Terre. Ils se situent en fait là où le champ magnétique, qui se présente comme un vecteur, est vertical. Et comme ce champ magnétique fluctue à cause des mouvements dans le noyau externe liquide, les pôles sont eux aussi amenés à bouger. Ce mouvement de pôle est tout à fait normal. Depuis la fin du 19e siècle, on a d'ailleurs pu constater que le nord magnétique s'éloignait de l'Arctique canadien pour se diriger vers la Sibérie. Ce qui est nouveau, c'est que ce mouvement s'est accéléré depuis les années 90. Comme on peut le voir sur ce graphique, sa vitesse est passée de 15 km par an à 55 km par an. Une augmentation impressionnante de la vitesse, mais qui correspond en réalité à une fluctuation très faible au niveau du noyau. 55 km par an, ça peut paraître beaucoup, mais il faut relativiser cette vitesse et son évolution. Il s'agit d'une vitesse apparente. Comme le champ magnétique est presque vertical sur une large zone étendue au pôle Nord, il suffit de pas grand-chose pour que le pôle Nord, la verticale précise, se déplace rapidement. Mais pourquoi le mouvement du nord magnétique pose problème? Eh bien, même s'il est normal, ce mouvement dérègle les systèmes de navigation maritime et aérienne qui sont paramétrés en fonction de sa position. Les scientifiques doivent donc tenir à jour ce qu'on appelle le World Magnetic Model, c'est-à-dire une cartographie magnétique de la Terre qui indique le positionnement du pôle. Grâce à des données transmises par des satellites et depuis le sol, cette cartographie est mise à jour tous les 5 ans. La dernière mise à jour date de 2015 et devait tenir jusqu'en 2020. Mais comme depuis quelques années le nord magnétique bouge beaucoup, il a fallu publier une nouvelle version en urgence début février 2019. L'erreur a augmenté un peu plus vite que prévu dans la zone arctique. Les barres d'erreur du modèle dépassaient les barres d'erreur autorisées, ce qui a amené à réviser le modèle. Et ces mouvements de pôle pourraient augmenter, entraînant même une inversion des pôles nord et sud magnétiques. Cette inversion se produit lorsque l'intensité du champ magnétique terrestre s'affaiblit au fil du temps, comme c'est actuellement le cas. Le champ magnétique a en effet diminué de 10% depuis 150 ans. Si cela continuait, les deux pôles pourraient disparaître au profit de plein de petits pôles répartis à la surface de la Terre.
Et c'est au moment où l'intensité du champ magnétique augmenterait de nouveau que la position des pôles pourrait s'inverser. Ce phénomène s'est déjà produit plusieurs fois au cours de l'histoire, tous les 200 000 à 300 000 ans. La dernière inversion ayant eu lieu il y a 780 000 ans, il y a donc un peu de retard. Il n'est pas étonnant que le champ magnétique de la Terre s'inverse, car les deux polarités sont tout aussi probables. Le champ magnétique du Soleil, par exemple, s'inverse, lui, tous les 11 ans lors du cycle solaire. Pour la Terre, on ne sait pas encore bien quels sont les mécanismes qui préparent un renversement du champ magnétique. C'est un sujet d'étude actuel. Mais alors, si cette inversion arrivait, quelles en seraient les conséquences? Eh bien, lors de la phase de transition, la perte d'intensité du champ magnétique lui ferait perdre son rôle de bouclier protecteur. Nous serions donc davantage exposés aux radiations solaires. Résultat, plus de maladies, comme le cancer. Les engins spatiaux et les réseaux électriques seraient eux aussi endommagés. Pour qu'on commence à s'inquiéter de l'occurrence d'une inversion, il faudrait que cette baisse se poursuive. Donc à ce stade, il est sans doute un peu prématuré de dire qu'on va assister prochainement à une inversion du champ magnétique terrestre. Bon, si elle arrivait, cette inversion prendrait environ 1000 ans, ce qui nous laisserait un peu de temps pour nous préparer. Dans cette vidéo, nous vous avons beaucoup parlé du nord magnétique et très peu du sud. Et ceci pour une raison simple, c'est que le sud magnétique bouge beaucoup moins vite, 15 km par an, et de manière beaucoup plus stable que son voisin du nord. Prenez ce globe par exemple. Imaginez qu'il est coupé en deux au niveau de la graine. Les mouvements de convection qui ont lieu au nord n'ont pas de répercussions sur les mouvements de convection qui ont lieu au sud. En clair, les deux pôles font leur vie de manière complètement indépendante.